Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Ce dimanche, c'est le docteur Benny Ouba qui est appelé à commenter l'actualité de la semaine et à donner sa lecture de la marche du Burkina, de l'Afrique et du monde. Le docteur Ouba est pharmacien, député MPP à l'Assemblée nationale, membre du bureau exécutif national du Mouvement du Peuple pour le Progrès, membre fondateur du parti au pouvoir. Docteur Ouba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Nous avons une heure pour décrypter, analyser et commenter l'actualité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que l'on commence par une lecture rétrospective d'un pan de votre parcours politique. Vous faites partie de ces 75 démissionnaires du CDP qui ont in fine porté le MPP sur les fonds baptismaux. On va dire 2 ans et demi environ après, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette rupture d'avec le CDP? Je voudrais dire que, d'abord, que je suis fier. Je suis fier d'avoir été parmi les 75 démissionnaires et d'avoir opéré la rupture avec les camarades Christian Kaboré, Selou Diallo, Simon Comporé et bien d'autres, parce que, comme nous l'avions dit au moment de cette rupture, nous avons le constat que nous avions fait est que le Burkina était en train de se diriger vraiment vers le gouffre. Le Burkina était en décrochage démocratique et il fallait bien des gens pour prendre le courage pour faire les choses autrement. Et c'est ce que nous avons fait. Vous savez, nous à l'université, il y a deux choses qui m'ont toujours guidé. Il y a le fait qu'au niveau du mouvement étudiant, on a retenu toujours qu'il fallait être politiquement conscient, techniquement compétent. Donc, il va, c'est-à-dire aller avoir un équilibre entre ce qu'on peut apporter politiquement et surtout ce qu'on a appris puisse servir la population, c'est de la politique. Et la deuxième chose, ça ce sont nos maîtres qui nous ont appris aussi, c'est toujours être sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Voilà les deux choses qui m'ont guidé moi et qui font que je suis rentré en politique et qui font que je fais partie de ceux-là qui ont opéré la rupture. Sur le divorce avec vos camarades d'hier, leur version de l'histoire, c'est que le CDP est débarrassé de ceux qui ont toujours créé des problèmes en son sein et qui sont en premier responsable et comptable de la gouvernance décriée. Et votre version de l'histoire, c'est laquelle? Ça, c'est leur version, comme vous le dites. Mais nous avons voulu refaire les choses autrement dans un autre Burkina. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Donc, nous nous sentons heureux. Donc, si nous sommes des résidus, ben, tant mieux. C'est les résidus qui ont apporté une solution aujourd'hui au Burkina. Donc, je ne peux que m'en glorifier. Et pour ce qui est de cette responsabilité par rapport aux années de gouvernance Compaoré? Moi, je veux vous dire que moi, je suis fier également d'avoir accompagné Blaise Compaoré. Je suis fier parce qu'à un moment donné, il avait une vision. Il n'a pas fait que des choses mauvaises. À un moment donné, il avait une vision. Nous l'avons accompagné parce que il avait l'ambition de créer un état de droit dans notre pays, de créer de la démocratie, de renforcer la démocratie par rapport à l'état d'exception d'où nous sortions. Donc, et ça, pour moi, ça a été une fierté d'accompagner dans ce sens-là. Et c'est pour ça aussi, quand moi, je me suis rendu compte, avec d'autres bien sûr, quand cette frange du CDP s'est rendu compte que nous n'étions plus vraiment sur le chemin du renforcement de la démocratie, ben, la raison pour laquelle on l'avait accompagné, ben, c'est la même raison qui a fait qu'on ne pouvait plus l'accompagner.
Est-ce que la question n'était pas plutôt liée à des enjeux de pouvoir? Non, pas du tout. Des enjeux de pouvoir pour vous qui êtes parti? Non, pas du tout. Quel pouvoir? La plupart de ceux qui ont appartenu au pouvoir de Blaise Compaoré, ce n'était pas des ambitions personnelles, c'était par conviction. Ce n'était pas des recherches de place. Personnellement, je n'ai jamais demandé une place depuis que je militais au CDP. Je n'ai jamais eu une place non plus. Je n'ai jamais demandé un financement ou quoi que ce soit pour militer, pour aider le président Blaise à l'époque. Non, c'était par conviction. C'était par conviction politique. Nous avions une conception du développement de notre pays qui, en ce moment, était en phase avec la vision que le président Blaise avait. Ben, c'est pour ça que nous l'avons accompagné en ce moment-là. On note cependant qu'il y a cette fameuse OPA qui a été menée sur le CDP à l'époque par la FEDABC et qui avait, on va dire, quelque part décagnoté l'ensemble ou la majorité de ceux qui, in fine, ont créé le MPP. Mais dès le moment où le dérapage, le parti, le CDP, commençait à ne plus être un parti démocratique, dès le moment où la démocratie commençait à faire déficit en son sein, ben, les bons démocrates ne peuvent pas continuer quand c'est comme ça. Donc c'est pour ça que nous avons quitté. Si on vous oppose à contrario l'argument selon lequel vous êtes parti parce que vous avez été mis en minorité. On n'a pas peur d'être mis en minorité dans une démocratie. On ne doit pas avoir peur. Ce n'est pas cela. Vous pouvez être en minorité aujourd'hui et être majoritaire demain. Ce n'était pas cela. C'était que le parti en question n'était plus démocratique. Les instances n'étaient plus... Donc les délibérations n'étaient plus démocratiques. Et, bon, et comme je l'ai dit, les démocrates que nous sommes, nous ne pouvons pas continuer à singer, ou du moins si vous voulez, à nous amuser avec... c'est de la galerie, amuser la galerie avec ça. Vous êtes parti du CDP porteur de valeurs d'une autogouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui vous direz que cette nouvelle gouvernance est au rendez-vous au regard de toutes ces complaintes dans l'opinion sur ce qui est présenté comme une sorte d'immobilisme dans la gouvernance MPP? Non, je ne pense pas que... Moi, je pense que en moins de 2 ans, ce que nous avons fait par rapport à la situation d'où nous sommes partis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand vous parlez de la gouvernance, l'un des piliers, ou du moins des points sur lesquels le programme politique, par exemple, du président met l'accent, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par rapport au train de vie de l'État, par rapport à la mise en place, au renforcement, par exemple, de certaines institutions comme la justice. C'est extrêmement important. Donc, mais il faut que il y a une question que chacun de nous doit regarder de la même manière. À savoir que dans la réalité aujourd'hui, le quinquennat dans lequel nous sommes, c'est réellement un quinquennat de transition. On a quand même eu notre transition. Oui, mais la vraie transition, c'est-à-dire qu'à la transition des 18 mois, c'est une transition, parce que nous venons d'un régime et nous venons de faire une insurrection. Bon, réussir une insurrection, c'est dans le cadre nous sommes effectivement dans le cadre d'une transition, parce qu'il faut réussir l'insurrection. Ce n'est pas un quinquennat classique. C'est un quinquennat de transition. Dans ces conditions, est-ce qu'il n'aurait pas fallu un gouvernement d'union nationale? Non, mais nous avons accepté, la classe politique a accepté qu'il fallait aller à la compétition démocratique. C'est ce que nous avons fait. Tout le monde était d'accord. Donc à partir de cela, c'est pour ça d'ailleurs que nous, le parti, n'a pas voulu gouverner tout seul. Il y a un certain nombre de partis avec lesquels il y a eu la compétition, mais qui sont venus après avec nous. Donc c'est pour dire que la fédérée fait partie donc, de la vision que les premiers dirigeants ont par rapport au gouvernement de ce pays. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de partis qui sont venus avec nous et que nous gouvernons ensemble.
Maintenant, les partis avec lesquels on ne pouvait pas gouverner, peut-être si, ou moins, du moment que vous avez des visions différentes du développement du pays, c'est difficile. Bon, c'est ça un peu aussi la question démocratique. Alors, plus rien ne sera comme avant, c'est le principe, on va dire, fédérateur des insurgés d'octobre 2014. Je vous pose la question, est-ce que ce slogan a un écho dans le Burkina de 2007? Plus rien ne sera comme avant, c'est une ambition. Pour moi, c'est une ambition. C'est comme un menu. Bon, c'est pas sûr qu'on pourra... Parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne les gouvernants, ça concerne les gouvernés. Ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que la question est de savoir... le problème posé, c'est de dire que voilà, nous avons connu des difficultés antérieures pour telle et telle raison. Aujourd'hui, nous sommes au point A. Si nous voulons évoluer, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des pratiques que nous devons abandonner. Et ça, c'est tout le monde. Donc, dans ce sens-là, le plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que c'est une rupture. Mais la rupture, là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les gouvernants. C'est aussi bien pour les gouvernants que les gouvernés. Donc, elle n'est pas effective à l'heure où nous parlons. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. Ah oui, c'est dans un processus. Ça ne peut pas être venu du jour au lendemain. C'est un processus d'amélioration, non seulement de la façon de gouverner, mais d'amélioration de la participation et également de la population à la chose publique. On reste dans cette dynamique pour aborder la première question d'actualité relative, en tout cas, au jugement devant la Haute Cour de justice du gouvernement Tiao III. Ouvert le 27 avril dernier, le procès a d'abord été envoyé, je crois, au 4 mai, ensuite au 8 du même mois, date à laquelle l'audience semble plutôt s'être terminée en queue de poisson. En tout cas, la nouvelle date annoncée est celle de lundi, demain donc. C'est un démarrage plutôt poussif de ce jugement tant attendu. Est-ce que c'est votre opinion? Ça piétine un peu. Oui, moi je pense qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. C'est quand même la première fois que cette cour-là se tienne. Donc il y a forcément un apprentissage de part et d'autre qui doit se faire. Donc on ne s'inspire de rien. Maintenant, le fait qu'il y ait donc des interpellations, des avocats, etc., bon, ça procède du droit, ça procède de la justice. Il faut laisser les choses se faire comme ça. Je crois que c'est normal. Alors, à la dernière audience, justement, sans se déporter, les avocats de la défense ont tout de même quitté le tribunal pour marquer leur désaccord avec leur désapprobation, en tout cas, de la procédure. Comment est-ce que vous analysez ce fait-là? Non, c'est pas la première fois. Les avocats se retirer en bloc. Oui, c'est pas la première fois. C'est le moyen utilisé par les avocats pour faire la pression sur les cours. Donc, ils seront obligés de revenir, de toute façon. Parce que la Cour est validée par la Cour constitutionnelle. Donc, ça ne peut pas être autrement. Or, justement, il y a un certain nombre d'exceptions d'inconstitutionnalité qui ont été soulevées par les avocats, en tout cas de la défense, qui estiment par exemple que le non-respect du double degré de juridiction pose problème. Pour faire simple, les avocats de la défense disent que l'impossibilité pour les ministres qui sont actuellement mis en accusation de se présenter devant une autre juridiction pour faire appel à la décision qui serait rendue, en tout cas, rend donc la Haute Cour de justice dans sa structure actuelle anticonstitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle a déjà donné un avis sur la constitutionnalité donc, de la Haute Cour. Elle ne peut pas se dédire. Donc, tout ce que disent les avocats, c'est contenu dans l'arrêt déjà de la Cour, du Conseil constitutionnel. Le Conseil a donné un avis, mais pas dans le cadre de ce procès. Oui, mais le problème qui est posé, c'est la constitutionnalité de la Cour. C'est ça qui est posé. Or, le Conseil constitutionnel a déjà donné son avis sur
la tenue de ce type de procès. L'un des arguments de la défense, c'est de dire que le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de textes internationaux, en tout cas de textes, on va dire, supranationaux, qui aujourd'hui font que si la Cour devrait, disons, si le Conseil constitutionnel devrait en tout cas se prononcer sur la constitutionnalité de la Haute Cour de justice dans le contexte actuel, peut-être que l'avis serait différent. Mais sans être juriste, ce que je sais, c'est que la Haute Cour de justice est une cour d'exception. Donc il y a ses règles. Et c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qu'il faut respecter. Il y a aussi la composition de la Haute Cour de justice qui est sujette à caution. Et à ce propos, je fais référence à une déclaration de maître Titenga Passéré, publiée dans les médias, et qui s'interroge notamment sur la maîtrise du droit, de la loi, de la justice, de la procédure judiciaire et de la définition juridique des crimes, là je le cite, par les juges de la Haute Cour, en l'occurrence les députés, vos collègues donc, qui ne sont pas nécessairement des magistrats de carrière. Pour lui, la justice est comme une science, une œuvre de spécialistes aguerris. Qu'est-ce que vous entendez à ces arguments-là? Simplement, on ne peut pas, vous êtes pharmacien, on ne peut pas aujourd'hui s'autoproclamer pharmacien. Oui, mais attendez, la haute Cour comprend des magistrats. Donc, des professionnels du droit, plus maintenant des jurés. Est-ce que Maître Titenga va me dire que lorsqu'on met en place, on fait les jurys d'assises, où il y a des jurés, des gens qu'on prend à gauche, à droite, dans la population, oui. Mais ils ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas professionnels. Pourtant, ces cours-là ne sont jamais remis en cause, en question. Donc c'est la même chose ici. Donc je ne vois pas où est le problème. C'est des jurés. Ah oui. Donc vous estimez que l'argument de la technicité... Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Sinon, on n'aurait pas eu des jurés dans les cours pour condamner à mort des gens. Ah oui, aux États-Unis, vous voyez souvent qu'on fait rentrer... Il y a des jurés. Dans tous les pays occidentaux, il y a des assises où il y a des jurés. Donc, ce ne sont pas des professionnels du droit. Donc, c'est pour ça que la Haute Cour a quand même des professionnels du droit pour orienter, pour dire le droit. Maintenant, après ça, c'est une question d'opinion personnelle à l'intérieur de soi-même, l'intime conviction des uns et des autres. Bon, donc, moi, je ne vois pas le problème. Cette haute cour, dans la perspective, en tout cas, de la relecture de la Constitution, pour passer à une 5e République, il est question de l'extirper, en tout cas, de l'armature institutionnelle. Oui, mais comme déjà nous sommes en train d'expérimenter, réellement d'expérimenter la haute cour, on verra s'il faut la garder telle qu'elle avait été conçue, s'il faut l'aménager, s'il faut la supprimer. Mais je pense que c'est une chance d'ailleurs pour nous que la Cour se tienne actuellement avant qu'on ait adopté la nouvelle Constitution. Ça va mieux nous orienter. Au regard de la tournure des événements, certains Burkinabés sont de plus en plus dubitatifs, on va dire, quant à la manifestation de la vérité sur les événements d'octobre. Quelle est votre opinion? Non, moi je n'ai pas de doute sur la manifestation de la vérité. Parce que, dans tous les cas, le fait que les personnes concernées par cette situation sont là, et qu'elles vont s'exprimer, et que les jurés et les différents avocats ont la possibilité de poser des questions pour mieux comprendre les situations, etc., je pense que ça va aboutir, en tout cas, à une meilleure compréhension des événements et surtout une meilleure compréhension de qui est responsable de quoi, à quel moment et comment. Donc je pense que ça va se manifester. Je vous pose la question parce que lorsqu'on suit le procès, on a véritablement le sentiment qu'on fait du surplace. Oui, puisque nous sommes pour le moment dans les procédures. Vous savez, tous les procès sont comme ça. Parfois, vous vous souvenez très bien du procès de Hissène Habré à Dakar. Les gens sont restés dans les procédures pendant longtemps, avant d'aborder même la vraie question du jugement. Donc, je pense que
nous sommes en train de, en tout cas, en ce que moi je vois, nous sommes en train d'épuiser les procédures et bientôt on va rentrer dans le vif du sujet et je pense que l'inquiétude des uns et des autres seront levées. Vous avez parlé d'Hissène Habré, ça me ramène en tout cas à ma mémoire l'un des arguments d'un des avocats de la défense qui estime que même Habré, pour l'ensemble des crimes qu'il a eu à commettre, a eu le droit de faire appel, alors que devant la Haute Cour de justice, cette possibilité n'est pas offerte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais toutes les juridictions d'exception ne se ressemblent pas. C'est tout. Notre juridiction n'est pas la juridiction d'exception qui a été faite pour Hissène Habré. C'est pour Hissène Habré. Donc voilà. Déjà, c'est pour une seule personne. Donc ça veut dire que ce que ça veut dire. Voilà. Quid de la réconciliation nationale? Est-ce que vous partagez les craintes de ceux qui croient que tout cela va nous laisser en héritage une société, on va dire, fracturée, en proie au démon de la division et de l'instabilité? Bon, on ne peut pas... si les questions ne sont pas bien traitées, effectivement, ce sera vraiment une activité qui aura été pour rien. Bien traitée, ça veut dire, comme le président du Faso l'a dit, il faut qu'on connaisse la vérité. Il faut qu'on connaisse la vérité. Qui a fait quoi? À quel moment? Pourquoi? Pour que les gens qui ont perdu des membres de leur famille sachent au moins pourquoi ces personnes ont été tuées. Qui a donné l'ordre? Pourquoi? Ensuite, la justice. Ok. Les préjudices qui ont été causés, les crimes qui ont été commis, comment nous devons les traiter au plan social? La condamnation. Bon, c'est quelle condamnation? C'est comment les réparations, ainsi de suite. Ensuite, après ça, il y a le pardon. Parce que nous sommes une société tolérante et nous pensons que dès le moment où les gens savent, ont connu la vérité par rapport à la situation des... Je parle toujours des crimes de sang. Hein, ils sont à même de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais nous pouvons, comme la société africaine est ce qu'elle, comme dans la façon dont elle est constituée, même l'État peut participer à demander pardon auprès des personnes qui ont perdu les leurs. Alors, docteur Ouba, vos adversaires politiques de la CODER prêchent la même réconciliation nationale entre l'ensemble des Burkinabés. In fine, dans le fond, qu'est-ce qui vous divise? Non, non, non. Moi, je pense que il faut laisser les victimes. C'est les victimes qui peuvent se lever aujourd'hui pour dire, bon, nous allons mettre en place une structure de réconciliation nationale, les victimes. Mais pas les auteurs. Ils vont se réconcilier avec qui? Avec qui? Les sorciers peuvent se réconcilier avec la maman de l'enfant qui est... Oh, non. La maman de l'enfant peut dire, bon, ok, compte tenu de venez, nous allons voir comment nous allons arranger les choses. Ça, les victimes peuvent, mais pas les acteurs. C'est ça qui me gêne. Donc vous avez le sentiment qu'ils sont dans une surenchère politique ou politicienne? Non, c'est mal placé. À la limite, c'est indécent. C'est indécent. Le président du parti du RDA, Maître Gilbert, qui fait partie des personnes qui sont incriminées dans la tentative de modification de l'article 37 qui a entraîné les tueries qu'on a eues le 30 et 31. Bon, je pense que
ce sont les victimes qui peuvent lui demander, dire, bon, écoutez, vous avez fait ça et ça, mais c'est pas grave, venons nous asseoir ensemble, voyons comment on peut, mais pas lui-même. Je trouve que c'est indécent. On ferme cette fenêtre pour aborder une autre actualité forte de la semaine, c'est la tenue à Kaya de la grande messe du monde paysan. Hérité de l'ère Compaoré, la Journée nationale du paysan qui est à sa 20e édition a accouché de la création d'un secrétariat permanent chargé du suivi des engagements de la GNP, désormais devenu une biennale. Est-ce que vous considérez qu'on a fait une avancée? Oui, parce que c'est une forme de conceptualisation, une meilleure conceptualisation de cette manifestation-là, la Journée du paysan. C'est d'abord reconnaître la place du monde paysan dans le développement économique de notre pays et de leur donner un cadre de suivi, un cadre de conception et de suivi des actions dans le monde rural. Donc c'est extrêmement important puisque le fait que cette journée se tenait annuellement, ça ne donnait pas du temps donc pour la mise en œuvre des recommandations formulées à la fin de chaque journée. Et donc le fait de donner 2 ans et de créer un secrétariat pour permettre justement le suivi, un secrétariat qui va interpeller les uns et les autres, est une façon vraiment de mieux structurer et de donner, beaucoup plus d'efficacité à cette journée-là. Voilà, vraiment, c'est extrêmement important qu'il y ait eu cette avancée-là. J'ai reçu Bassaka Dao de la Confédération paysanne du Faso, qui était assis à votre place il y a de cela quelques mois, qui a le sentiment que, quelque part, dans cette affaire de GNP, on enfume les paysans. Ça fait 20 ans que ça dure, la pauvreté s'accroît en milieu rural, et il n'y a pas de progrès sensible, en tout cas, dans le monde paysan. Et aujourd'hui, on est passé de 1 année à 2 années, mais véritablement, qu'est-ce qui va changer? Non, d'abord, le fait de rassembler les paysans un jour, 1 ou 2 jours, les paysans venus de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, qui se retrouvent ensemble pour échanger, c'est déjà quelque chose de très important. D'accord, c'est bien, oui, docteur Ouba. Ça, c'est déjà important. Mais maintenant, quel résultat ça produit? Les résultats, c'est un apprentissage, je dirais, c'est des occasions offertes à tout le monde. Donc, de saisir des opportunités pour s'améliorer, pour mieux produire, parce qu'ils rencontrent quand même des gens, entre eux, il y a des gens qui sont plus en avance que d'autres. Donc, c'est la meilleure façon, c'est le cadre pour saisir des opportunités. Moi, par exemple, en visitant les stands, j'ai vu des femmes de la région de Kaya, de Boulsa, qui ont pu faire des biscuits à partir de maïs, à partir de moringa, de petits milles. Et je vous assure, ça a produit un très grand effet sur moi. C'est peut-être des petites productions, on va dire, exotiques pour flatter le goût des citadins ou de la petite bourgeoisie, comme on aurait dit il y a de cela quelques années. Non. Vous savez, en matière, l'industrie commence comme ça. L'industrie commence comme ça. Donc ces femmes-là, peut-être qu'elles n'auront pas une vision pour pouvoir produire de façon industrielle. Mais si dans ce monde paysan-là, il y a par exemple des jeunes ou des personnes intéressées par la mise en valeur de ces biscuits-là, et ils peuvent commercialiser, en faire une grande production industrielle, créer même une industrie sur la base de la connaissance de ces femmes-là, les transformer sur un plan moderne. C'est comme ça, c'est pas plus que ça. Quand on vous raconte, par exemple, comment évoluer, que ce soit les informaticiens de Apple ou ils ont commencé où? Dans un garage, à bricoler. Ce n'était rien, mais ça a évolué. Donc le processus industriel, moi j'ai admiré ça parce que de toute façon, moi je suis de formation industrielle. Je sais ce que ça veut dire. S'il y avait des gens qui sont intéressés, par exemple au niveau des jeunes qui disent qu'il n'y a pas d'emploi, mais ça par exemple,
C'est quelque chose... Déjà, puisque j'ai demandé à ces femmes-là, j'ai dit, mais vos biscuits, là, on trouve ça où? Non, c'est à Kaya et à Boursa seulement. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un problème de distribution. Et que ça, c'est un maillon que n'importe qui peut, dans lequel n'importe qui peut rentrer. Vous distribuez ces biscuits-là. Ces femmes-là sont productrices et eux, ils distribuent. C'est déjà un maillon. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous interrogez pas sur l'investissement dans le monde paysan? Depuis le temps des ORD, les organismes régionaux de développement, en passant par les CRPA et l'ensemble des programmes liés en tout cas au secteur agricole qui ont été développés, et qu'on se retrouve, on va dire, plus d'un demi-siècle après les indépendances avec 80% de la population qui est rurale, qui est paysanne et qui n'arrive pas à se nourrir? Non, je pense que tout le monde est d'accord que le monde rural, pour qu'il évolue, a besoin de financement. Il y avait une banque agricole qui n'existe plus. C'est pour ça que le gouvernement est en train de créer une banque agricole. Si les paysans, par exemple les banques classiques ne financent pas l'agriculture. Aucune banque ne finance l'agriculture. Mais s'il y a une banque agricole, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire, la banque est déjà créée, ça permet donc de financer donc les promoteurs dans le domaine agricole. Tant qu'il n'y a pas de financement, notre agriculture ne peut pas se développer. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On reste à Kaya pour parler de cette image sombre du visage ensanglanté de notre confrère de Radio Burkina, Gizma Sanogo, par ailleurs président de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, agressé par un gendarme. C'est une image qui vous a choqué? Écoutez, moi j'étais là-bas. Franchement, on ne devait pas en faire vraiment un tapage. C'est une risque qui est arrivée entre donc, la sécurité et les journalistes. Mais vous savez que ça là, c'est toujours fréquent. C'est pas la guerre des grottes. Non, c'est pas la guerre. Mais vous êtes journaliste, vous savez que dans les manifestations, il y a toujours des difficultés entre la sécurité et les journalistes. Bon, maintenant, il y a eu des gestes hasardeux, mais c'est tout. Mais ce n'est pas une agression. Ce n'est pas une agression. C'est vraiment loin de cela. C'est simplement que... Comment vous qualifierez ce qui s'est passé alors? Non, c'est-à-dire que c'est malheureux. C'est malheureux que donc, les choses en sont arrivées. Il n'a pas été agressé. Par quelle opération de Saint-Esprit il avait du sang sur le visage? Non, à part, enfin, ce que je sais sur place, ce qui a été dit, bon, vous savez, quand il y a un mouvement de foule, et que la sécurité essaie de repousser les uns et les autres, mais ça peut se faire de façon violente. Mais ce n'est pas porté essentiellement sur quelqu'un de particulier. Donc franchement, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'étais là-bas. En tous les cas, cet épisode malheureux, comme vous dites, barbare, a fait dire au président du Faso que de tels dérapages dénaturent notre démocratie. Roch Kaboré, réagissant sur le coup, a aussi prôné une sécurité d'abord respectueuse des individus. Comment est-ce que vous jugez cette sortie du chef de l'État? Je pense que je ne peux pas, c'est le chef de l'État. Ce qu'il a dit, ça résume tout. Donc vraiment, je ne peux pas dire mieux que lui. Voilà. D'accord. À présent, je voudrais que l'on évoque une actualité qui vous concerne directement en tant que parlementaire. Il s'agit d'un article de notre confrère du Courrier confidentiel qui fait le constat d'un viol de la loi sur la répression de la corruption par l'ensemble des députés de la 7e législature. Et notre confrère de s'interroger si cette législature n'est pas en tout cas une coalition de hors-la-loi. C'est une comparaison peu glorieuse pour l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais corruption par rapport à quoi? Pour être précis, en ce qui concerne la loi sur la corruption, il était question que l'ensemble des députés puissent fournir en tout cas la liste de leurs biens. Cela a été fait, il y a que quelques... 34 députés qui ne l'ont pas encore fait. Oui, mais... Jusqu'à la date du 9. Et tous les députés l'ont fait hors délai. Alors que le texte dit que s'ils le font hors délai, en principe, ils sont passibles d'amende ou éventuellement même de peine de prison. Non.
C'est-à-dire que je pense que dans des situations comme ça, je crois qu'il faut éviter de prendre les choses au premier degré. Voilà. Parce que la loi qui est... les députés ont répondu à cette loi, ben, peut-être même de choses, parce que bon, les députés ne gèrent rien de particulier, donc ils ne sont pas exposés à la corruption en tant que telle. Mais ils ont quand même... adhéré à la loi en attendant peut-être qu'on revoie même la loi. Mais non, le principe, c'est que tant que la loi existe, qu'on se conforme à la loi. Or, on fait le constat aujourd'hui que tous, autant que vous êtes en tant que député, vous ne vous êtes pas conformés à la loi. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est des gestes de corruption, ou du moins c'est parce qu'on favorise on est favorable à la corruption, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est simplement que les gens ne se sont pas pressés. Comme un mauvais signal qui est donné aux citoyens dans un contexte où l'incivisme tend à être une sorte les députés se sont corrigés, donc je ne pense pas qu'ils... S'ils n'avaient pas posé, oui, mais ils se sont corrigés. Donc, parce que dès qu'ils ont été interpellés, ben, ils se sont mis dans le respect des choses. Partiellement, sur ce que non, il n'y a que quelques-uns, et d'ailleurs, qui ont été rappelés à l'ordre, il n'y a même pas, il y a à peu près 1 ou 2 mois, qui ont été rappelés à l'ordre. 34, c'est quand même beaucoup sur 127. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une coalition. Je pense que les gens ne doivent pas prendre les choses au premier degré, quand même. D'accord. On reste au Parlement avec la proposition de loi controversée sur le droit de grève. À ces propos, l'indignation et la levée du bouclier du monde syndical ne vous a pas échappé. L'UAS, l'unité d'action syndicale, y voit une remise en cause pure et simple du droit de grève et parle en tout cas d'un projet de loi liberticide à retirer purement et simplement. Non, une proposition de loi se discute entre les différentes parties. Entre les différents partenaires. Ça n'a même pas encore commencé. Donc vraiment, je pense que c'est prématuré de parler de loi liberticide, quand bien même la loi n'avait pas encore fait l'objet d'une audition, et elle n'a pas été adoptée, à plus forte raison être adoptée. Il y a quand même une mouture. Il y a un certain nombre de pistes. Il faut toujours un texte de base, il faut toujours bien un texte de base sur lequel, maintenant, toutes les parties s'asseyent pour amender. Mais vous comprenez que le monde syndical ne va pas attendre l'adoption de la loi pour crier. C'est leur droit. C'est leur droit, mais c'est le droit aussi du Parlement d'interpeller le monde syndical par rapport à la façon dont les grèves se font. Voilà. Le chef de file de l'opposition également en tout cas, a fait une déclaration, en tout cas par voie de presse, où il demande également de retirer ce projet de loi. Mais il est représenté à l'Assemblée nationale, non? L'UPC est représenté à l'Assemblée nationale. Donc, ce sera argument contre argument, il n'y a pas de problème. Voilà. Quelle est votre lecture personnelle de ce texte? Non, le texte n'a pas encore fait l'objet de débat en tant que tel au sein des députés. Pas encore. Donc, parce que la procédure, c'est comme ça. Alors, maintenant, qu'on veuille encadrer la grève, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Vous savez, comme on le dit, dans la grève, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand vous voyez, par exemple, les gens des finances. On reviendra là-dessus, voilà, sur la grève des finances. Mais en fait, ce que je voudrais déjà votre opinion. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, dans le fond, c'est une mauvaise solution à un vrai problème, cette proposition de loi? Mais quelle est la solution qu'il y a eu d'abord? Il n'y a pas eu de solution d'abord. Attendez que la loi sorte, et puis on va voir. À partir du moment où je crois que l'une des motivations de la proposition de loi, elle serait fondée en tout cas sur le fait qu'il y a des grèves intempestives. Et que parce qu'il y a des grèves intempestives, il faut trouver un mécanisme. Je vais vous dire, oui, une proposition de loi est toujours portée par un certain nombre de députés. OK? Donc, ça doit faire l'objet d'un débat.
Si l'exposé des motifs de ces députés-là n'est pas valable, mais ça ne va pas aller. Ne vous en faites pas. Mais si l'exposé des motifs est pertinent, est juste, les députés vont l'adopter. Donc c'est pour dire, nous sommes en démocratie. Mais il faut laisser les gens s'exprimer. Si à la fin, la loi proposée par ce député ne peut pas se justifier, elle ne sera pas adoptée. Mais il faut laisser qu'on débatte là-dessus. Le président de l'Assemblée a agité des balises et parle déjà d'un consensus. Par exemple, il a parlé d'un consensus. Par exemple, c'est une vision. Voilà. C'est une vision. Alors, on reste sur justement ce front social-là où cette semaine, les comptables publics sont en grève de 2 semaines pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Quel regard vous portez sur ces revendications perlées qui rythment, on va dire, le quotidien de la gouvernance au Burkina? Non, d'abord, il faut dire dans le principe, tout travailleur a le droit donc, de revendiquer de meilleures conditions de vie. Ça, c'est tout à fait normal. Et la grève fait partie d'un des moyens, donc pour peut-être interpeller ou se faire entendre. Mais personnellement, pour moi, la grève, c'est un peu comme la bombe atomique. On doit faire de la dissuasion. Mais dès le moment où on commence tout le temps à faire que des grèves, la grève perd sa qualité donc, en tant qu'instrument de confrontation entre un employé et son employeur. Quand vous voyez, il y a des grèves qui sont justifiées, il y a des grèves qui ne sont pas justifiées. Voilà. Ce n'est pas parce que... c'est pas toutes les grèves qui peuvent justifier. Nous prenons le cas, par exemple, je prends le cas donc, des agents des finances, qui ont ce qu'on appelle le fonds commun et des primes. Et souvent, le fonds commun et les primes, là, par exemple, en 2012, la masse des primes et du fonds commun par rapport à la masse salariale des agents du ministère de la Santé et du ministère des Finances, c'était 178%. Vous voulez dire que le fonds commun était plus élevé que la masse salariale? Oui, 178%. Ça veut dire que si vous avez 100 000 francs par mois, avec donc, la prime et le fonds commun, vous pouvez vous retrouver donc, mensuellement avec 178 000 francs en plus. C'est justifié. Oui, au départ, c'est justifié par le fait que, les primes, c'est pour encourager. C'est pour encourager les agents des impôts, etc., à faire le travail, donc à remplir les caisses de l'État, à être assidus dans le recouvrement, etc. Ça peut se comprendre. D'accord? Donc, le fonds commun, c'est aussi dans ça. Puisque, entre autres, aussi, c'est pour ne pas les exposer à la corruption. Mais c'est le volume, pour moi, qui pose problème. Je trouve que, par rapport au commun des travailleurs burkinabés, vraiment, c'est un privilège exorbitant. Vous savez qu'un médecin au Burkina ici, après 9 ans d'études, il a combien de salaire? 200 000 francs par mois. OK? Mais il reste, il travaille jusqu'à 21h, à 22h, avant de rentrer à la maison, parce que tu ne peux pas abandonner les malades. Est-ce qu'ils ont demandé une prime par rapport à ce travail-là qu'ils font, qui n'a rien à voir avec Non. Les instituteurs en brousse, qui la nuit font des cours aux enfants,
au CM1, CM2, pour qu'ils puissent aller au CPE, pour gagner leur diplôme de CPE d'entrée en 6e. Ils ne demandent pas de primes, de rendement. Je pense qu'il faut que nous soyons justes. Il faut que nous soyons justes. Moi, je ne remets pas en cause donc, le principe des primes et du fonds commun, mais je trouve que le volume est exorbitant et je trouve que les revendications, parce que, tenez-vous bien, que non seulement il y a ça, mais en plus de ça, c'est que souvent ils demandent à ce qu'on les paye de façon anticipée. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore fait le recouvrement et vous voulez déjà qu'on vous paie sur un recouvrement éventuel. Voilà. Je pense que ce n'est pas intéressant comme ça. Mais à qui la faute? Peut-être que le mécanisme existait depuis longtemps. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il existait qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'il existait qu'il est bon. Il faut que les uns et les autres acceptent donc, que nous sommes dans un pays qui est fragile, qui n'a pas, et surtout qui a un redémarrage, et qu'on ne peut pas donner des privilèges aux uns et puis laisser les autres. Ça ne doit pas se faire comme ça. Alors, sur le front de la lutte contre le terrorisme, l'armée a annoncé avoir abattu un membre d'Ansarul Islam, le mouvement fondé par Malam Diko, ce prédicateur djihadiste qui s'est radicalisé, en tout cas dans la région de Djibo, dans le nord du Burkina. Quel commentaire vous faites de cette actualité? Non, je suis content parce que de plus en plus, nous avons des résultats sur le front de la lutte contre le terrorisme. Vous savez, c'est quelque chose, ça se met en place, ça ne vient pas du coup comme ça. Ça s'est mis en place progressivement. Les gens se plaignaient, que fait notre armée, que font les forces de défense et de la sécurité, il faut que Simon démissionne, etc. etc. Bon, peut-être c'était un peu de leur droit. Mais maintenant, tout le monde est unanime à reconnaître que les résultats donc, sont en train de se compter. Donc ça veut dire que nos forces de défense et de sécurité sont vraiment bien, aujourd'hui, bien implantées dans la zone. Bon, mais on ne peut pas, bien sûr, être à 100% efficace. Parce que même aux États-Unis, même en France, il y a des failles. Les djihadistes, parce que justement, eux, ils sont dans un combat asymétrique, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait d'habitude. Bon, voilà. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va marcher, et puis maintenant, c'est peut-être sa chaussure, c'est dans sa chaussure qu'il y a une bombe, et puis voilà. Donc, c'est difficile de prévoir ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment féliciter nos forces de défense et de sécurité, et les encourager. Parce qu'il faut aller dans le Sahel pour voir vraiment le travail qui est fait. Dans un épisode récent, on avait vu les enseignants déserter pratiquement les écoles de la région du Soum. Est-ce que cet épisode vous avait particulièrement inquiété? Où on s'était retrouvé pratiquement dans une situation où l'État quasiment s'était retiré? Oui, c'était préoccupant. C'était préoccupant dans la mesure où ça voulait dire qu'il y a une partie de notre territoire qui ne nous appartenait plus, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc ça c'est préoccupant, c'est inquiétant, mais Dieu merci, ça c'est loin derrière nous. Voilà. Avant de passer à l'international, je voudrais qu'on revienne sur une actualité qui m'avait un peu échappé, parlementaire. Il s'agit justement de la création d'une caisse de dépôt et de consignation. Donc, c'est un événement en tout cas qui retient notre attention. Le projet qui est cher à Paul Kabatiba, parce qu'on s'en souvient, dès son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, il avait parlé justement de la création de cette caisse-là. En fin de compte, il a eu le cutus pour que la caisse soit créée. L'interrogation aujourd'hui porte sur la tutelle de cette caisse de dépôt et de consignation, qui n'est référé en tout cas officiellement pas à un ministère quelconque, mais qui serait quelque part sous l'égide de l'Assemblée nationale. La question qu'on se pose, est-ce que l'Assemblée n'est pas en train de passer dans une action, disons, exécutive? Non, la structure dans laquelle vont siéger les députés, ce n'est pas une structure de gestion.
Ce n'est pas une structure de gestion. En fait, la Caisse de dépôt et de consignation s'inspire de ce qui a été fait ailleurs, notamment de la Caisse de dépôt et de consignation en France, qui est sous la protection de l'Assemblée nationale. Il y a la Caisse de sous la protection de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. C'est un terme qui a été utilisé. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'Assemblée nationale, comme de tout temps, veille sur la bonne exécution des activités au niveau de cette caisse. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas une structure de gestion, mais c'est une structure de veille par rapport à l'Assemblée. Au Maroc, bon, par exemple, où il y a la même caisse, mais là-bas, bon, c'est sous la protection du roi. Mais en France, par exemple, c'est la protection de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous avons fait également. Nous nous sommes inspirés donc, de ce qui marche ailleurs. Et bon, il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas le faire fonctionner comme ça aussi dans cette caisse-là. Qui est un outil très important donc, pour le financement d'un certain nombre d'activités. Je vous parlais tantôt, par exemple, du financement de l'agriculture, qui n'existe que les banques classiques ne peuvent pas faire. La Caisse de dépôt et de consignation peut donc avoir une branche, donc par exemple, ou en tout cas un certain financement, donc par exemple au niveau qui peut être injecté au niveau de la banque agricole pour financer le monde rural, ce que les banques classiques ne peuvent pas faire. Parce que c'est ça l'avantage de cette caisse-là, de pouvoir financer par des montages au niveau en créant d'autres structures, des structures pour financer certaines PME, PMI, parce que sinon on ne peut pas se développer. Mais d'où viendra l'argent? Mais l'argent est là, puisque l'argent c'est des dépôts qui existent. La Caisse nationale de sécurité des sols a des dépôts. Le Carrefour a des dépôts. La Poste, la Sonapost a des dépôts. Mais ces dépôts sont dans les banques classiques. Et les banques classiques utilisent ces dépôts pour financer les opérations, pour financer le développement, pour financer notamment un certain nombre d'opérateurs économiques. Voilà. Donc, ça va être un complément des banques classiques, parce qu'il y aura le dépôt de la caisse, mais ça ne veut pas dire que les banques classiques ne vont pas continuer leur activité. C'est d'ailleurs, c'était leur inquiétude. Mais je crois que c'est clair aujourd'hui pour elles qu'on ne voit pas leur retirer tous les dépôts, parce qu'il faut qu'ils commencent à continuer de financer l'économie nationale, comme le fera la Caisse. Ouais, ce qui ne finance pas, la Caisse va financer. Il y a quand même une inquiétude sur le déficit éventuel de la sécurité sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une population, on va dire, en majorité jeune, où on a un certain nombre de retraités, un nombre peu élevé, en tout cas relativement de retraités, et qu'on n'a pas ce problème. Mais à partir du moment où la balance va s'inverser, ou en tout cas la courbe va s'inverser, je crois que ce risque est réel. Oui, mais ce risque-là, il est encore très, 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 très loin. Donc, pour dire est-ce que nous avons le droit de nous amuser, on va dire entre parenthèses, avec l'argent? Non, c'est que l'activité que va mener la Caisse de dépôt, c'est les activités que même les caisses le faisaient. Par exemple, faire par exemple un certain nombre de placements dans les institutions pour fructifier l'argent, mais les caisses, elles le font déjà. Donc, il n'y a aucun problème. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, les mutins de janvier dernier se signalent encore cette semaine. Les raisons de cette montée de fièvre, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas, en tout cas dans les engagements qui ont été pris par un certain nombre de leurs représentants au cours d'une cérémonie, on va dire, en grande pompe, où ils disaient en tout cas renoncer aux primes qui devaient leur être versées. Et donc, du coup, c'est le même scénario avec des coups de feu à gauche, à droite, et ça fait quelques jours que ça dure. Comment est-ce que vous voyez ce qui se joue au pays de Félix Houphouët-Boigny? Bon, moi je dirais que, comme c'est des voisins, c'est préoccupant. C'est préoccupant. Nous espérons simplement que c'est un pays qui a suffisamment de ressources politiques, de ressources internes,
pour pouvoir gérer ces problèmes. Donc nous souhaitons seulement que ces problèmes-là soient gérés. Sinon, ça a des répercussions, bien sûr. D'abord, il y aura des répercussions économiques. C'est le pays leader de l'UEMOA en matière économique. Donc on n'a pas intérêt à ce que ce soit un pays qui se déstabilise. Donc nous souhaitons que les ressources vraiment internes de ce pays-là vont leur permettre donc de transcender ces problèmes-là. Voilà. Mais c'est préoccupant. Dans l'analyse, est-ce que vous avez le sentiment que les enjeux liés à la conquête, en tout cas du pouvoir après Alassane, peuvent expliquer ceci ou cela? Bon, je pense que, honnêtement, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour nous lancer dans ce type d'analyse. Parce que, vous savez, quand les choses comme ça arrivent, ça veut dire que c'est d'une grande complexité. Donc, ce que je dis vraiment, c'est de souhaiter que ce qui va gagner, que ce soit la tolérance. C'est la seule chose qui peut faire gagner ce pays-là et faire gagner aussi la sous-région. Alors, on a 3-4 minutes pour parler de la France. Emmanuel Macron, élu président à 39 ans le dimanche dernier, investi aujourd'hui même. Il rentre à l'Élysée, il se propose de rendre aux Français la confiance en eux et il entend faire en sorte que la France puisse se hisser à la hauteur du moment et assumer sa mission dans le monde. Comment est-ce que vous avez vécu, on va dire, cette investiture? J'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt parce que la situation démocratique, aussi bien de la France que des pays, ça préoccupe tout le monde. Et le fait que, bon, déjà ça montre qu'il y a de la ressource démocratique dans ce pays-là, hein, parce que Emmanuel Macron, au-delà de ce qu'on parle de sa jeunesse, c'est pas pour moi, c'est pas le contenant, c'est le contenu, voilà, parce que il a pu mettre en œuvre une start-up politique, une innovation politique dans un pays, mais c'est surtout de constater que pour réussir comme ça, c'est quelqu'un qui connaît bien son pays. Connaître son pays, ça veut dire aimer son pays. Si vous n'aimez pas votre pays, vous ne pouvez pas le connaître. Donc il connaît son pays, il aime son pays. À partir de cela, il a pu faire une proposition qui a pu rassembler, qui a pu fédérer des gens, du monde autour de lui. Et ça, il faut le féliciter. Il faut le féliciter d'avoir pu innover entre la gauche et la droite, d'avoir pu donner un autre chemin. Et c'est ce qui fait progresser les pays. Voilà. Donc, ce plan-là, c'est comme ça que moi je vois ça. Ce n'est pas sa jeunesse en tant que telle. Voilà. Mais comme on le dit, vous vous rappelez de cette tirade dans le CID, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a des valeurs innées. Voilà. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce qu'il a fait. Vous voyez déjà même à l'école primaire, il était premier de sa classe, ainsi de suite. Bon. Donc il a de la ressource, il connaît son pays, c'est quelqu'un de cultivé, et qui a travaillé dans le sérail, qui a vu les insuffisances de son pays, qui a vu par où il faut passer pour créer quelque chose de nouveau. Mais ça, il arrive quand même dans un contexte difficile. La crise financière n'est pas totalement derrière nous. La France peine en tout cas à relever son taux de croissance. Il y a les enjeux liés donc au climat, il y a les enjeux liés en tout cas à la lutte contre le terrorisme. La croissance économique n'est pas nécessairement au rendez-vous. Est-ce que vous croyez en ces chances de succès? Non, je pense que c'est difficile. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est souhaiter qu'il réussisse. Parce que s'il ne réussit pas, la France serait dans une situation catastrophique. Ça, c'est clair. Et là, c'était une ouverture vers l'extrême droite, vers les extrêmes, si vous voulez. Et ça, c'est dangereux pour les démocraties. Et d'un point de vue des rapports avec l'Afrique, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça y est, la France-Afrique, c'est terminé? Moi, je pense que la France-Afrique
dépend des Africains. C'est à nous, donc, de vouloir de la France, avec la France, un autre type de relation. C'est à nous. C'est à nous. Et c'est faisable, c'est à notre portée. Donc, on ne subit rien, on ne doit pas accepter de subir les choses. C'est à nous de créer les conditions pour ne pas continuer à vivre dans la France-Afrique, c'est tout. On ne peut pas accuser les autres. Merci, Dr Ouba, d'être passé sur ce plateau. On s'arrête là pour aujourd'hui pour cette émission. Je vous remercie pour cette émission. Madame, monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 18h45 avec un autre invité sur la brèche, toujours en direct sur la RTB. Bonsoir.